effectivement de concrétiser un peu plus. Merci en tout cas pour votre participation. On a légèrement débordé, désolé Antoine. Mais je vous laisse maintenant la main pour la deuxième table ronde et à très bientôt. Alors pour cette deuxième table ronde autour de la réflexivité, je vais appeler donc Julie Chrétien, Aurélien Bigot et Bruno Marsloff. Il n'y a que les trois. Ces trois-là. Allez-y, mettez-vous. Ouais. Ah oui, pardon. Tu brilles sur scène. C'est grâce à toi. Merci pour la première table ronde. Je vais revenir très très brièvement, parce qu'on a un peu de retard, sur un point qui a été cité lors de la table ronde précédente, qui disait que 90% de l'énergie consommée dans les transports était liée à des produits pétroliers, à l'essence. En fait, j'irai même plus loin, c'est pas 90, c'est 98 si on intègre les biocarburants, et notamment les produits pétroliers non routiers dans le secteur des transports. Donc vous voyez que la dépendance elle est encore plus forte, notamment liée à l'aviation et d'autres, le maritime par exemple. Donc on est ultra dépendant. Et donc aujourd'hui, a priori, il semble un peu illusoire de considérer que le prix de l'essence, globalement, le prix des produits pétroliers va diminuer. Et on peut même se poser la question de savoir si, eu égard des enjeux climatiques auxquels on doit faire face, la baisse du prix de ces produits est souhaitable. Ça fait très longtemps que des alertes sont lancées. Si on revient un peu dans le temps, dès le rapport Midos de 72, qui avait été très médiatisé dans le cadre du Club de Rome, nous étions alertés sur les limites auxquelles nous allions devoir faire face. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il est difficile de s'extraire d'un modèle qu'on a construit. Et si je prends même l'opposé du rapport Midos, je vais citer, c'est assez rare que je le fasse, compte tenu de mes engagements, je vais citer le PDG de Total. En 2011, dans un interview qui m'était revenu en préparant cette table ronde, le PDG de Total, qui était à l'époque Christophe de Margerie, disait, c'était un interview au Parisien, et il disait le prix du litre à 2 € d'essence, c'est pas de savoir si ça va arriver qui est intéressant, mais c'est de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et il ajoutait dans cette interview que la clé finalement pour éviter une augmentation substantielle du prix de l'essence, c'était de travailler sur la réduction de la consommation. Le PDG Total lui-même disait ça. Alors après, il a ajouté évidemment qu'il fallait ouvrir des champs pétroliers complémentaires, bon, on connaît la suite. Néanmoins, il le disait lui-même. Et donc la question qu'on va se poser, notamment lors de cette table ronde, c'est essayer de comprendre d'où on vient, comment on en est arrivé à ce modèle-là, comment est-ce qu'on peut le questionner, quels sont les bloquants, et essayer de dresser un peu à long terme on va dire des orientations de politique publique ou des orientations pour globalement essayer de répondre aux enjeux qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone, la neutralité carbone en 2050. Et donc j'ai le plaisir pour cette table ronde d'accueillir 3 personnes. Julie Chrétien, qui est directrice des opérations et des études chez Sisté Bureau de Recherche, Aurélien Bigot, qui est chercheur sur la transition énergétique des transports, et Bruno Marsloff, qui est sociologue et qui a beaucoup travaillé sur des enjeux de transport et notamment autour de la démobilité, et qui, par ailleurs, est aussi président de la Fabrique des mobilités. Alors pourquoi nous, la Fabrique, on anime cette table ronde? C'est que, en 2 mots, on travaille donc avec des acteurs publics, privés, autour de projets d'innovation, mais on travaille aussi surtout sur des enjeux de coopération entre ces acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et derrière, on essaye de les accompagner sur des nouvelles réflexions, sur des nouveaux paradigmes de mobilité. On essaye de les amener à se questionner, à identifier les problématiques auxquelles ils font face, et surtout à essayer de les rendre experts de leurs propres problèmes, et derrière, on les accompagne sur, notamment l'Agence de l'innovation pour les transports, sur ces enjeux. Donc, pour me recentrer sur la table ronde, j'ai brièvement expliqué que la nécessité de transformation rapide de notre secteur, et donc celui de la mobilité, était plus que nécessaire et qui était majoritairement partagé. Mais aujourd'hui, pour pouvoir se questionner là-dessus, il faut qu'on réfléchisse à
comment on est arrivé au modèle dans lequel on est aujourd'hui, comment on est redevenu dépendant de cela. Et donc Aurélien, je vais me tourner vers toi dans un premier temps. Comment on est venu dépendant des énergies fossiles? Comment on est devenu aussi dépendant de la voiture individuelle? Et tu as beaucoup travaillé dans le cadre de ta thèse sur l'évolution de la demande de transport, l'augmentation de la vitesse, sur les déplacements. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de contexte? Oui, quelques éléments de contexte dans ce schéma, notamment sur les évolutions depuis 2 siècles, en gros, de nos mobilités. Dans les éléments qui sont assez majeurs, c'est qu'on a eu finalement un nombre de trajets par jour et par personne en moyenne qui est resté relativement stable. Donc on fait 3 à 4 trajets par jour. Donc ça, malgré les transformations extrêmement fortes qu'il y a eu depuis 2 siècles dans la mobilité, ça c'est quelque chose qui est resté relativement stable. On se déplace aussi toujours de l'ordre de 1 heure par jour et par personne. Et là où la vitesse a un impact extrêmement fort, c'est que par contre cette vitesse des déplacements a énormément augmenté. Et puis la manière dont on s'est saisi de cette augmentation de vitesse, on n'en a pas profité quelque part pour passer moins de temps dans les transports en gardant les mêmes types de trajets, mais plutôt on en a profité pour aller beaucoup plus loin. Et du coup, une évolution majeure qu'on a eue sur ces dernières décennies, c'est que la demande de transport, les kilomètres parcourus par personne ou les kilomètres parcourus par trajet en particulier aussi, ont énormément augmenté. En gros, ils ont été multipliés par 10 à 12 sur la période, d'où les tendances qu'on a de manière générale, à la fois sur l'aménagement du territoire, la hausse des distances domicile-travail, l'étalement urbain qu'il y a pu y avoir, la hausse des voyages à plus longue distance, etc., qui ont été rendus possibles par un accès à des modes de transport plus rapides, de plus en plus importants au sein de la population. Et du coup, si on regarde de manière générale comment ont augmenté les kilomètres parcourus en France par jour et par personne en moyenne, on voit que depuis le début des années 50, il y a eu une explosion donc, des kilomètres parcourus pour plusieurs raisons, mais en gros le gros mode de transport en tout cas qui a vraiment participé à cette explosion des kilomètres parcourus, c'est la voiture et le fort report qu'il y a eu sur cette période-là, essentiellement depuis la marche, vers la voiture. Là, on ne le voit pas trop sur la marche en pourcentage des kilomètres parcourus, mais en pourcentage des temps de transport ou du nombre de trajets, c'est vraiment ça qui a été remplacé sur cette période-là par la voiture. Et en même temps, donc, une part des kilomètres qui a été plus importante en voiture, mais aussi en même temps, quand en gros on a remplacé des trajets autour de 1 km par trajet en marche à pied par des trajets de l'ordre de 10-12 km en voiture en moyenne, parce que du coup quand on passe d'un mode de transport lent à un mode de transport rapide, donc de la marche vers la voiture, eh bien, on en profite pour aller plus loin. Et du coup c'est comme ça qu'on a construit cette dépendance à la voiture. En tout cas c'est essentiellement sur ces 30 glorieuses depuis les années 50 que s'est construite cette dépendance, cette prédominance de la voiture dans la mobilité. Il y a plusieurs facteurs, ils ont été évoqué tout à l'heure aussi par Laurent Perron. Donc il y a à la fois l'objet technique qui s'est développé, mais ça datait déjà des décennies précédentes. Sur la période, il y a eu un peu de gain d'efficacité sur les véhicules, ce qui a permis potentiellement encore plus facilement de développer la pratique, étant donné que les coûts d'usage étaient moins élevés. Et après, c'est tout un aménagement du territoire qui a été construit par la voiture et pour la voiture, parce qu'une fois qu'on a un territoire, des logements, des activités qui sont fortement étalées, avec une certaine dispersion des activités des logements, une certaine fonctionnalisation, etc., différents espaces qui nécessitent à chaque fois d'avoir des longues distances entre les différentes fonctions de la vie quotidienne. Les modes de vie se sont adaptés aussi à ça, à cette dépendance à la voiture, à ces longues distances. Et puis après, c'est aussi le soutien qu'il y a pu y avoir par les politiques publiques aussi, en grande partie, à la fois pour développer les infrastructures, notamment les infrastructures les plus rapides qui ont pu être développées sur cette période-là, le soutien aussi à l'industrie qui a pu y avoir, finalement la fiscalité qui n'a pas tant évolué que ça sur les dernières décennies. Si on regarde la fiscalité, par exemple, sur les carburants
en pourcentage. En fait, ça fait pas mal de décennies qu'on est autour des mêmes pourcentages qu'aujourd'hui. Donc finalement, il n'y a pas eu de transformation extrêmement forte pour essayer aussi de sortir de cette dépendance à la voiture. Et c'est aussi ça qui explique que même si depuis pas mal d'années, en gros depuis le début des années 2000, comme on le voit sur le schéma, on est sur des pratiques relativement stables sur l'usage de l'automobile, on est arrivé un peu à saturation. Eh bien, il y a des endroits où la pratique est plutôt en baisse, plutôt le centre des grandes villes, mais l'usage qui peut être compensé par ailleurs, notamment dans les zones moins denses, par toujours une augmentation de l'usage de l'automobile. Donc au global, on reste toujours dans une dépendance très forte actuellement à la voiture dans nos mobilités. Alors tu parlais effectivement de l'aménagement du territoire qui a été servi par l'automobile. Ça c'est un premier point intéressant. Le second, c'est l'imaginaire. D'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, dans l'une de ses propositions, avait émis le souhait qu'il fallait réguler notamment la pub dans les secteurs à fort impact environnemental. On pense évidemment à l'automobile. On sait que les pubs de la voiture, du SUV seul en ville, qui nous sont, avec l'imaginaire de liberté associée, sont assez illusoires compte tenu de la réalité. Et donc ces imaginaires servent aussi un mode de consommation. Bruno, en tant que sociologue, sur à la fois l'aménagement du territoire, qui donc sert, qui est un déterminant de la mobilité, et sur ces imaginaires extrêmement ancrés dans nos sociétés, notamment dans nos sociétés de consommation, est-ce que tu pourrais nous éclairer avec ton regard de sociologue? Oui, bonjour. Je pense que c'est bien, c'est intéressant et c'est un peu courageux de s'intéresser aux imaginaires. Quand je vois cette image d'Aurélien, je vois quelque chose d'assez effarant. Et qu'au moment de ma naissance, c'est-à-dire aux alentours des années 50, la marche et le vélo représentaient quelques 50% des distances parcourues. Et regardez la part qui reste, je n'oserais donner un chiffre, mais on doit être à moins de 5%. Donc il y a quelque chose qui est absolument phénoménal, effarant, et sur lequel on peut peut-être essayer de mettre quelques mots sur les imaginaires. Alors hier soir, j'étais au cinéma, je regardais un nouveau film qui vient de sortir, qui est Marie Colère. Et Marie Colère, c'est l'histoire, un an avant la loi Veil, la mobilisation des femmes. Et une des premières images est assez intéressante, emblématique pour notre propos, c'est qu'on voit l'héroïne qui est sur un vélo et elle revient de son travail et on voit au fond un phare et le phare grandit progressivement et passe avec fracas à côté du vélo. Et ça, j'ai trouvé l'image extrêmement intéressante parce que ça dit toute la violence en fait de cet univers automobile. Et finalement, ça renvoie à sur quoi est-ce qu'on s'est appuyé pour connaître cette hypertrophie que nous raconte ce graphique d'Aurélien. On est rentré dans un imaginaire dans lequel la voiture a incarné énormément de choses. Elle a incarné la liberté d'aller et de venir. Et elle a incarné surtout le mythe prométhéen du progrès, et ce à travers en fait des artefacts techniques. Et ça connaît aujourd'hui des prolongements. Je vous rappelle encore cette initiative de Airbus en 2017 de voitures volantes. Alors, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Ça rappelle le rapprochement de la SNCF avec Hyperloop d'Elon Musk. Et on voit comment perdure, un siècle après Ford, et sa voiture. Et au passage, quand même, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans l'expérience, dans l'histoire de Ford, qui a inventé la productivité avec le taylorisme. Et est-ce qu'il n'y a pas un objet moins productif que la voiture, avec les chiffres qui ont été donnés à la table précédente, des taux d'occupation, des taux d'usage? Quand on multiplie les deux, on doit être à moins de 5% de taux de productivité de la voiture. Donc il y a une étrangeté absolument phénoménale.
Mais pour revenir donc à cet imaginaire, on voit comment, en fait, et ça a été rappelé, il s'est adossé en fait à un énorme travail de l'offre au travers de la publicité, mais aussi très puissamment relayé par les institutions. C'est quand même bien les institutions qui ont fabriqué les infrastructures. C'est encore les institutions qui aujourd'hui mettent 8 milliards de pare-feux fiscaux sur les carburants pour continuer d'encourager la pratique automobile. Et c'est encore les pouvoirs publics qui vont mettre des milliards sur la table pour assurer la translation de la voiture thermique vers la voiture électrique. Les chiffres aux États-Unis, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais on sait qu'il y a 700 milliards qui sont mis sur les programmes aujourd'hui verts de dollars, et on continuera d'être sur cette inertie. Et donc ça pose vraiment la question, c'est est-ce qu'on est condamné à voir croître cette courbe que nous propose Aurélien? Et finalement, y a-t-il des alternatives à ces imaginaires? Alors, les alternatives, en fait, il y en a. Mais la première alternative qui se présente, elle est diabolique, puisque c'est l'alternative de l'effondrement. Et l'alternative de l'effondrement, elle n'est pas plus acceptable que celle de la poursuite de la croissance. Et donc là, on est dans un espèce de dilemme. Jancovici, qui n'est pas à l'abri d'une provocation supplémentaire, j'ai regardé une de ses vidéos hier, où, interrogé sur la croissance, il dit si on veut respecter le 1,5 degré d'augmentation de température, il faut demain et pour toujours être sur moins 6-7% de croissance du PNB. Est-ce que c'est entendable? Non, ce n'est pas entendable. Donc, sur quel imaginaire est-ce qu'on va fabriquer quelque chose qui va nous permettre d'arrêter cette foutue courbe? C'est là qu'on peut regarder ce qui se passe un petit peu du côté de la crise Covid. Parce que la crise Covid, comme pour beaucoup d'autres domaines, elle a été extrêmement passionnante, extrêmement riche. Parce que tout d'un coup, se sont cristallisées toute une série de pistes qui préexistaient, qui étaient déjà là dans les mentalités, qui commençaient à travailler. Et là, elles ont été, avec l'épée dans le dos, le passage a été forcé. Tout d'un coup, on a réalisé qu'on pouvait vivre absolument sans mobilité motorisée, ou quasiment presque. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit tweet de la SNCF pour dire on est devenus les champions de la démobilité, puisqu'il n'y avait plus que 5% du dispositif SNCF qui continuait de marcher. C'est là où tout d'un coup, ce télétravail, qui était quand même dans les programmes de la DATAR depuis la fin des années 80, avec les espaces publics numériques, ces fameux EPN, etc., tout d'un coup, on a forcé le passage, et puis on a vu que ça correspondait quand même à des attentes. Alors il y a des réglages à faire, etc., mais tout d'un coup, ça y est, la relocalisation du travail devenait possible. La proximité, tout d'un coup, on était forcé à cette proximité. Les courses, on ne pouvait les faire que chez l'épicier dans le coin, etc. Donc, tout d'un coup, un certain nombre d'éléments se sont cristallisés qui ouvrent un paysage. Alors, comment est-ce qu'on peut appeler cet imaginaire? Moi, j'ai envie d'appeler un imaginaire d'apaisement. Et c'est vrai que quand on voit les études, et je citerai un seul chiffre, il y a une récente étude de Zenride qui évoque le chiffre de 65% des actifs qui souhaiteraient ne plus se déplacer en voiture pour se rendre à leur travail. Et que le même chiffre de 65% serait prêt à perdre 5% de son niveau de salaire pour réduire de manière significative ses déplacements. Donc, voilà, entre inertie d'une croissance infinie et effondrement, y a-t-il la place dans l'imaginaire pour
quelque chose qui soit autre que la question du transport, puisque finalement, à trop se focaliser sur le transport, on ne réfléchit pas suffisamment sur les déterminants de ces mobilités, et peut-être faut-il réfléchir beaucoup plus à la question de l'habitabilité et des accessibilités. Merci Bruno. Dans ton intervention, tu as évoqué à plusieurs reprises la place des institutions, des politiques publiques. On va s'intéresser maintenant un peu aux bloquants de cette transformation. Julie, dans le cadre de tes travaux chez Sisté Bureau de Recherche, tu es amenée à fréquenter beaucoup de collectivités, d'acteurs publics. Et donc, la question est assez simple. Étant donné la place prépondérante, ou en tout cas pivot, dans les politiques de mobilité, étant entendu qu'elles sont systémiques, qu'elles sont compliquées, quels sont les bloquants ? Comment se construit finalement aussi la décision publique ? Alors, je dirais qu'il y a trois points de blocage distincts. Le premier, c'est que quand on est décideur public, quand on est élu pour 5 ans maintenant, et mine de rien, on est amené à gérer le quotidien. Devoir s'inscrire dans le long terme, d'un point de vue électoral, c'est pas forcément évident. Donc on essaie de résoudre les problèmes du quotidien, et les problèmes du quotidien, comme ça a été déjà évoqué lors de la table ronde précédente et comme ça a été redit ici, ça découle en grande partie d'un aménagement du territoire. Donc si vous êtes un élu dans une commune du périurbain ou du rural, il n'y a pas non plus des milliards de solutions que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver des solutions un petit peu sur la marge, mais vous n'allez pas révolutionner les pratiques de mobilité sur votre territoire, et vous n'allez pas forcément réussir à résoudre le problème des 80 voire 90% de votre population qui va travailler en voiture. Donc finalement, des marges de manœuvre à l'instant T qui sont relativement limitées. Ensuite, sur la question du long terme, on a une question finalement un peu de démocratie, qui est que, alors nous on intervient auprès des collectivités, alors on est recruté généralement par les techniciens sur demande des élus. Alors il y a différentes configurations, on a des configurations, généralement les techniciens, après ils ont fait appel à nous, donc ils sont assez sensibilisés, des techniciens qui sont très au fait de ces sujets et qui veulent être, qui sont moteurs. Régulièrement on a des élus aussi qui sont aussi assez sensibilisés, mais le fait est que les élus sont le reflet de la volonté commune. Ils ont été élus et ils ne peuvent pas non plus décider tout seuls, parce qu'eux, ils ont été sensibilisés. Si l'ensemble de leurs administrés n'ont pas été sensibilisés aux questions de développement durable et du poids des mobilités là-dedans, c'est très difficile pour eux de porter des politiques qui vont aller dans le sens d'une réduction de la voiture, même en proposant des solutions. On évoquait le fait que voilà, en vélo, 10 km, ça se fait bien s'il y a une infrastructure, on va y revenir. Mais en plus, ça veut dire que vos 10 km en voiture, a priori, vous les faites selon là où vous habitez, vous les faites en 15 minutes. En vélo, dans le meilleur des cas, vous les faites en 30 minutes si vous avez vraiment genre une voie express vélo et un vélo électrique, quoi, parce que le 20 km/h à vélo en milieu urbain, ça se fait pas parce qu'il y a des feux, ou alors vous grillez absolument tout. En milieu rural, ça peut se faire, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne bien. Donc vous êtes quand même en train de demander à vos administrés de rallonger leur temps de trajet au quotidien. Alors on peut dire qu'ils font du sport, etc. Mais voilà, on n'est quand même pas non plus sur quelque chose d'hyper évident, et donc il y a cette question de mon intérêt à court terme et mon intérêt à long terme. Dernier point, même si vous êtes une personne à ces sensibilités, à ces sujets, voilà, de passer de votre voiture qui vous permet de faire la chose rapidement au vélo, ça demande quand même beaucoup de motivation. Et donc l'intérêt privé à court terme n'est pas forcément mon intérêt personnel à long terme, ni l'intérêt commun de manière générale. Donc il y a cette question finalement de démocratie, de comment est-ce qu'on arrive à communiquer auprès des personnes, auprès de la population générale, comment on sensibilise la population générale, parce que finalement là on a beaucoup d'élus qui veulent faire des enquêtes au sein de la population, parfois pas tellement pour savoir comment ils vont réellement être affectés par la politique publique, mais est-ce que ça va passer auprès de leurs administrés, ou est-ce que finalement ça va coincer, ça sert à rien qu'ils mettent en place quelque chose. On a vu
Les portiques pour la taxation, on a vu que ça a donné les bonnets rouges, on a vu les gilets jaunes, et mine de rien, les élus sont assez légitimement frileux quand on est en train de proposer quelque chose. Donc ça, c'est un deuxième point. Et toujours en lien avec cette question des temporalités, la question des infrastructures, quand il faut construire une infrastructure, qu'il est nécessaire de construire l'infrastructure pour que les pratiques arrivent, mais que pour les moments, les usagers ne sont pas là, là encore, c'est extrêmement difficile de dire que vous êtes en train de construire quelque chose pour les usagers de dans 10 ans. Moi, j'ai déjà été dans des réunions avec des élus où on leur disait « mais si, construisez une piste cyclable, ça va bien se passer, etc. » Ils vous disent « mais on n'a pas de cyclistes. » On leur dit « bah oui, mais regardez, si vous construisez une piste cyclable, d'ici 5-10 ans, vous pouvez imaginer avoir une part modale de, voilà, selon les trucs, 5%, voilà. » Ils font « ah bah du coup, on va la construire dans 10 ans, la piste cyclable. » Bah non, ça ne marche pas. Mais on m'a vraiment dit ça. Et en même temps, ça s'entend, parce que si vous construisez la piste cyclable, ça coûte de l'argent, donc c'est de l'argent que vous n'allez pas mettre dans la rénovation de la route, ou c'est un arbitrage que vous allez devoir avoir à faire avec un autre budget. Donc c'est cette difficulté d'arriver à convaincre les gens d'une projection très forte dans le futur qui n'est vraiment pas du tout, et surtout dans un futur où on fait quand même le pari d'un renversement des priorités par rapport à ce qui a été le cas récemment. C'est facile pour les gens de se dire on va construire une nouvelle autoroute, bon, même si on en revient, mais parce qu'on a toujours connu une croissance de l'usage de la voiture, donc se dire que dans le futur, ça va continuer et que donc, ok, on va se projeter, on va élargir l'autoroute, c'est simple. Dire si, il va y avoir une croissance de l'usage du vélo, accompagner ça, rendez-le possible en construisant une piste cyclable, c'est pas du tout évident. Et puis il y a encore quand même des éléments de base qui sont pas forcément connus. Les effets d'induction, c'est pas forcément connu. Et du coup, je discutais encore hier soir sur les questions de vitesse, où j'expliquais que oui, baisser la vitesse automobile, ça permettait de réduire les embouteillages. C'est quelque chose d'extrêmement contre-intuitif, c'est extrêmement difficile à expliquer, mais on doit continuer à faire de la pédagogie parce que c'est difficile sinon de défendre nos politiques. Et donc après, il y a la question du coup de comment on communique ça, qui est encore un autre degré de complexité. Merci Julie. J'en profite pour saluer et remercier leur présence aux élus locaux qui sont dans la salle, qui font un travail compliqué au quotidien, mais nécessaire. Bruno, on a dans les différentes interventions revient souvent deux notions que sont le temps et la vitesse. C'est marrant parce que dans toutes les tables rondes, souvent quand on parle de mobilité, on parle de gain de temps, de vitesse. C'est vraiment deux critères qui sont prépondérants dans les échanges. Comment on explique cela finalement? Comment ce rapport au temps, ce rapport à la vitesse, et Aurélien dans son propos introductif le disait également, sont devenus finalement des notions qui ont balayé tout le reste, et notamment l'impact, les externalités sur le territoire. Aurélien, tu peux nous remettre l'image précédente, qui est quand même à cet égard totalement édifiante, hein. C'est que les temps de trajet sont d'une stabilité formidable et depuis la nuit des temps. Et en même temps, la vitesse, elle est exacerbée dans des proportions absolument monstrueuses. Donc la variable qui a fait bouger l'ensemble de l'architecture des transports et des mobilités, c'est bien évidemment la vitesse. Et une vitesse qui s'adosse, là encore, à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, de cette vision prométhéenne de la technique qui prévaut et de la croissance des performances qui sont possibles et qui restent toujours l'horizon. C'est d'ailleurs assez intéressant que de voir que dans le discours institutionnel, je reprends par exemple le propos tenu il y a un an par Macron sur les 30 milliards à l'horizon de 2030, avec derrière des slides qui étaient sur fond vert. On était sur l'avion hydrogène, on était sur la voiture électrique, on était sur la performance, la capacité en fait de la technologie de répondre à tous nos besoins. Il a fallu le coup de massue de la crise Russie-Ukraine du 24 février pour que tout d'un coup on sorte
le mot de sobriété, qui était proscrit jusqu'ici. Donc tout d'un coup, il faut en appeler à la sobriété. On n'avait pas entendu ce qui avait été dit lors de la conférence citoyenne pour le climat, ou la convention citoyenne pour le climat plus précisément, notamment d'une réduction de la vitesse de la voiture. Ça n'a pas été entendu, pas plus qu'on a été entendu d'autres suggestions sur la baisse du poids de la voiture, la baisse de la publicité, etc. Donc, pour revenir sur cette question de la vitesse et du temps, c'est aussi celle qui a conditionné l'architecture territoriale dont on hérite aujourd'hui, et cette espèce de délitement urbain qui n'a pas cessé au fil des décennies de s'étendre, et dans un espèce de cercle pervers qui a renvoyé à une croissance de la pratique des déplacements, et bien évidemment la domination là-dedans qui a perduré toujours à peu près dans les mêmes chiffres de la voiture sur l'ensemble de ce dispositif. Donc la difficulté, c'est comment traiter ça, et comment traiter, ça a été dit auparavant, on ne peut pas regarder avec les mêmes lunettes ce qui se passe dans le cœur des métropoles et ce qui se passe à l'autre bout du spectre dans les zones rurales. On voit bien qu'il y a des difficultés à traiter ces différents territoires, et il y a des difficultés aussi à traiter la liaison de ces différents territoires. Donc il est clair que des efforts monstrueux ont été portés dans les grandes villes, et pas simplement en France, dans le monde entier, sur les grandes villes, et la baisse de la place de la voiture, là, elle est au rendez-vous. Alors je ne sais plus quels sont les chiffres exacts sur Paris, mais on doit être à moins de 40% de parc automobile à Paris, quelque chose de cet ordre-là, Aurélien. Bon, là aussi, bon. 20% des foyers à Paris ont un véhicule. Bon, il y a des variations en fonction des... Voilà. Enfin, toujours est-il qu'on s'est attaqué à ce qui était là le plus crucial, le plus spectaculaire, et on a obtenu un certain nombre de résultats. Reste que le problème n'est pas encore totalement résolu, reste qu'il reste des marges de progression assez considérables, mais reste que pour l'instant, ailleurs, on n'a pas véritablement abordé le problème, et on reste toujours avec une population captive de la voiture. Et ça, on ne sait pas quoi en faire, sauf à amortir le coût du carburant et à éventuellement financer la bascule vers une voiture moins polluante. Donc le problème reste absolument entier. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'on va agir sur l'architecture des villes, l'urbanisme et sur l'agencement du territoire, qui sont les fautifs dans l'affaire. Est-ce qu'on va agir sur ce déterminant phénoménal des mobilités que sont le travail? Jusqu'où va-t-on aller sur la question de la délocalisation du travail, puisque c'est bien la question de la délocalisation qui s'est invitée, notamment le Covid. Dès l'arrivée du Covid, en mars 2020, la question de la délocalisation, je me souviens du titre d'un article d'une tribune du Monde, c'est une question de survie. Alors ce n'est pas simplement la question du transport des masques depuis la Chine vers l'Europe, c'est aussi la délocalisation de chacun, de sorte à être dans une réduction drastique de nos pratiques motorisées et des effets pervers qui les accompagnent. Merci. Donc maintenant, si on regarde plutôt dans le futur, on a des engagements, donc l'accord de Paris, il y a la stratégie nationale bas carbone, et si je prends cette dernière, on a pour objectif, notamment dans le secteur des transports, d'arriver à une décarbonation totale d'ici 2050, mais donc avec des étapes intermédiaires, notamment 2030. 2030, si on veut respecter la stratégie nationale bas carbone 2, qui est un peu moins disante que la stratégie bas carbone 1, non pas sur la finalité, mais sur les étapes intermédiaires, en gros, ça a été dit, il faudrait qu'on ait à peu près la réduction de 6-7% chaque année des émissions, et autant dire qu'on n'y est pas. On y a été pendant le Covid, mais depuis, effectivement, on n'y est pas du tout.
Donc concrètement, Aurélien, toi qui as travaillé sur les leviers de la décarbonation, quels sont-ils et comment pourrait-on les implémenter ? Oui, alors la stratégie nationale bas carbone, en effet, elle a cet objectif très ambitieux de décarboner à l'horizon 2050, notamment pour l'ensemble des transports terrestres. Et c'est vraiment une rupture à court terme qui est nécessaire aussi. C'est ça qui est important à comprendre aussi pour le changement climatique, c'est que le point d'horizon 2050 est certes très important, l'objectif de neutralité carbone, etc. Mais la trajectoire l'est tout autant, parce que ce qui compte d'un point de vue climatique, c'est combien d'émissions, combien de stocks on rajoute d'émissions à l'atmosphère, et pas seulement en une année précise, notamment 2050, quelles seront les émissions à cet horizon-là. Donc ça veut dire que là, on a perdu l'échelle, mais en gros, c'est entre 1960 et 2050, ce graphique-là, dès le court terme, on est, ou plutôt on était censé réduire fortement les émissions à court terme. Et en l'occurrence, on a pris du retard sur cet objectif-là. Pour l'instant, c'est plutôt assez caché par le fait qu'en 2020, il y a une chute des émissions. Ça a repris un petit peu en 2021 et encore plus fort en 2022. On le verra quand on aura les chiffres complets de cette année. Mais globalement, il va falloir réussir à solliciter 5 différents leviers, donc qui sont des leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone. Et pour réussir du coup à rattraper le retard qu'on a actuellement, c'est vraiment les 5 qu'il faut réussir à combiner autant que possible, parce que jouer que sur certains d'entre eux, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, la stratégie, elle est beaucoup axée sur les leviers plutôt technologiques, donc plutôt sur la droite de baisse de l'intensité carbone de l'énergie, d'électrification des véhicules, mais on voit bien qu'à court terme, c'est largement insuffisant, notamment sur les voitures électriques. Pour la mobilité, ça a beau être 13% des ventes, sur cette année 2022, on est toujours à moins de 2% du parc actuellement qui est constitué de voitures électriques, donc le renouvellement est assez lent. Donc ça veut dire qu'à court terme, il faut solliciter plus fortement d'autres leviers. Et donc parmi ces 5 leviers, le premier d'entre eux, déjà, c'est de réfléchir justement à cette demande de transport qu'on évoquait, essayer de stopper les tendances négatives qu'il peut y avoir à l'augmentation de cette demande, et puis changer un peu de vision pour plutôt essayer de modérer, de réduire cette demande de transport, ces kilomètres parcourus, donc repenser notamment dans l'aménagement du territoire, dans les modes de vie, viser à ce qu'il y ait plus de proximité, des distances plus courtes à réaliser au quotidien, aussi sur les voyages les plus longs, potentiellement essayer de relocaliser une partie aussi de ces déplacements. Et ça permettra notamment aussi de faciliter le report modal, notamment vers les modes actifs, la marche et le vélo, qui sont d'autant plus faciles à mettre en place que les distances parcourues ne sont pas trop importantes. Donc sur cette demande de transport, voilà, il y a des tendances dans le mauvais sens déjà à réussir à inverser, que ce soit sur l'aménagement du territoire, l'étalement urbain, où est-ce qu'on met en place de nouvelles activités, de nouveaux logements, etc. Stopper aussi des infrastructures qui peuvent contribuer toujours à cette augmentation de la demande, à l'augmentation de vitesse, que ce soit sur les autoroutes, que ce soit sur les aéroports, où il y a toujours des tendances dans ce sens-là. Sur la fiscalité aussi, il y a d'autres mécanismes à revoir pour éviter d'encourager cette dépendance, finalement, de garder les mêmes comportements qu'actuellement. Donc c'est en ça que les facteurs de demande de transport et de report modal sont très connectés, parce qu'à partir du moment où on investit dans tous les modes de transport, ce qui est un peu ce qu'on fait actuellement, ou ce qu'on a fait sur ces dernières années, dernières décennies, eh bien le report modal ne peut qu'être faible si jamais tous les modes sont en croissance quelque part. Donc ça veut dire que si on veut une vraie politique de report modal, il faut assumer le fait qu'il y a des modes de transport qu'on veut voir baisser et d'autres qu'on veut voir augmenter. Et à ce moment-là, dans ceux qu'on veut voir augmenter, eh bien, il faut aussi investir bien plus que ce qu'on fait actuellement. Alors il y a des chiffres qui sont en croissance, par exemple, sur les investissements sur le vélo. Il faudrait aller potentiellement encore au-delà si on veut que aussi dans des zones qui aujourd'hui sont moins accessibles pour les vélos, je pense aux zones de moindre densité, mais qu'il y ait aussi des aménagements dans ces zones-là, que la pratique puisse être davantage sécurisée. Il y a des transformations qui sont extrêmement fortes pour les acteurs du secteur routier, pour les infrastructures aussi sur cette partie-là. La marche est trop peu prise en compte dans les politiques de mobilité de manière générale, donc c'est aussi un mode de transport sur lequel il faut travailler. Le transport ferroviaire, il y a beaucoup d'alertes, aussi bien à gauche qu'à droite, sur le manque de financement, sur le
réseau de manière générale pour réussir à déjà maintenir une qualité de service, si on considère qu'il y a une qualité de service suffisante aujourd'hui, mais encore plus aller au-delà en termes de prospective pour développer son usage de manière plus forte. Sur les transports en commun, il y a des mêmes enjeux de financement qui sont très forts actuellement. Après, il y a un troisième levier qui est d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc, c'est notamment le levier du covoiturage dont on a pu parler, où il y a des marges très fortes. Ça pourra aussi s'inscrire en complémentarité fortement avec les transports en commun, notamment les transports en commun qui sont le plus efficaces quand les flux de déplacement sont importants, sont massifs. Et du coup, quand on passe à des zones de moindre densité, de moyenne densité, de faible densité, etc., à ce moment-là, les transports en commun ne sont plus toujours adaptés, en tout cas en dehors des principaux axes, ça peut être difficile. Et c'est là que le covoiturage peut avoir une part tout à fait importante, tout comme la partie sobriété des baisses de consommation énergétique des véhicules. Désolé pour les petits décalages qu'il y a dans les slides. Avec notamment le potentiel d'aller vers des véhicules qui sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus légers que ceux qu'on a actuellement, qui peuvent, notamment dans ces zones où il y a une dépendance à la mobilité individuelle qui est très forte, une dépendance aujourd'hui à la voiture, et bien qu'on évite le surdimensionnement très fort de la voiture. Actuellement, on a des véhicules de 5 places, de plus d'une tonne, ça a été répété, qui peuvent aller à 180 km/h pour les nouveaux véhicules vendus, etc. Et en comparaison, quand on regarde quels sont les usages du quotidien, c'est souvent des déplacements avec une seule personne à l'intérieur la majorité du temps, sur quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres quand les véhicules électriques sont prévus pour plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, etc. Et tout ça, c'est très coûteux d'un point de vue à la fois environnemental et d'un point de vue financier aussi pour l'achat des véhicules. Donc si à l'avenir, il faut qu'on électrifie la flotte de véhicules, c'est indispensable en tous les cas pour atteindre nos objectifs climatiques, mais pour que ça ne se fasse pas avec des consommations d'énergie, des pollutions qui sont trop importantes, et aussi un coût d'accès aux véhicules qui ne permet pas de diffuser cette mobilité électrique au plus grand nombre, mais il faut aussi se tourner vers des véhicules qui sont beaucoup plus légers et qui sont beaucoup plus sobres, et notamment des véhicules qu'on peut appeler aussi intermédiaires entre le vélo et la voiture. Et puis juste pour donner un ordre de grandeur sur le coût d'achat des voitures électriques, une voiture électrique en gros de 1 tonne aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 000 €. Donc on est déjà au-dessus du prix moyen d'achat du véhicule d'occasion. Donc ça veut dire que déjà un véhicule d'1 tonne peut déjà être assez inaccessible pour une partie des personnes. Et quand on monte un véhicule de 2 tonnes, c'est 50 000 €. Donc à chaque fois qu'on rajoute 100 kg de poids sur la voiture, c'est 3 000 € de plus de coût à l'achat. Et donc ça veut dire que si jamais on veut, comme je le disais, réussir à démocratiser davantage l'accès à l'électrique, eh bien, il faut aller en principal levier, finalement, faire en sorte que les véhicules soient moins coûteux et donc qu'ils soient aussi davantage calés sur les usages du quotidien qui ne sont pas aussi importants que ce que proposent les voitures électriques qu'on a tendance à développer actuellement. Merci. Julie, du coup, fort de ces leviers de décarbonation qui ont été explicités par Aurélien, qu'est-ce que Systé conseille aux collectivités qu'elle accompagne? Quels sont les exemples qui ont été mis en place dans certaines collectivités et qui ont fonctionné? Est-ce que tu pourrais un peu illustrer ces points-là? Alors déjà, le premier truc qu'on conseille, effectivement, c'est qu'il faut jouer sur chacun de ces leviers, parce que parfois, parfois on a cette impression qu'on va trouver une seule solution et que ça va tout résoudre, alors qu'en fait, à la fois à l'échelle de l'individu concerné, c'est extrêmement difficile de se dire que tout à coup on va abandonner sa voiture, alors que si on se dit je vais plutôt emmener mes enfants à l'école à pied ou en vélo maintenant qu'il y a une route qui amène à l'école primaire, maintenant qu'il y a une piste cyclable qui amène à l'école primaire, et ensuite je reviendrai et puis je prendrai ma voiture, c'est moins pénible que se dire je vais complètement arrêter d'utiliser ma voiture ce jour-là. Donc par des petites étapes comme ça marche quand même plus facilement. Et nous, moi j'ai déjà rencontré des acteurs, alors pour le coup c'était pas des élus ni des techniciens des collectivités, qui m'ont dit mais au sein de cette collectivité ils sont très anti-voiture, du coup nous c'était des architectes, du coup on a construit ce bâtiment, on a designé ce bâtiment, du coup pour plaire à la collectivité on a mis 0 place de parking. Alors du coup j'étais là, quand même,
il y a encore des usages où on considère quand même que c'est très très utile la voiture. Vous avez pensé aux aspects logistiques déjà, et puis les PMR, etc. Donc il y a parfois aussi dans l'interprétation à l'autre bout, on a cet imaginaire et qui peut-être complique aussi le message à faire passer les gens sont anti-voiture et du coup ont un espèce de braquage de manière logique chez les personnes qui sont très usagers de ce véhicule. Donc oui pour éviter la démarche du tout ou rien et conseiller autant que possible d'essayer de jouer sur énormément de tableaux. En termes de choses qui fonctionnent, on revient à l'infrastructure. Ça fonctionne. Construire des voies de bus, construire des pistes cyclables, ça joue énormément. Et ce qui peut être, ce qu'on voit qui fonctionne bien quand même beaucoup, c'est d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Enfin, on a tendance à... Et pas juste, alors on nous commande très régulièrement des benchmarks, donc on fait des benchmarks. Ça a son intérêt parce que ça permet d'aller regarder d'autres pays où les pratiques qui nous semblent complètement inimaginables chez nous sont en fait mises en œuvre au quotidien. Bon, je pense bien sûr au vélo et on a dans beaucoup de communes de banlieues moyennement denses, extrêmement dépendantes aujourd'hui en France de la voiture. On s'imagine que mettre les gens à faire du vélo, c'est complètement inimaginable, alors que si on regarde nos pays voisins, alors bien sûr, on pense aux Pays-Bas, mais il y a aussi l'Allemagne qui est dans ce cas de figure et dans une bonne mesure certaines parties de la Suisse, où on constate qu'il y a quand même un usage extrêmement fort. Alors, c'est pas à imiter partout non plus, hein. Ils ont aussi un taux d'usage de la voiture assez spectaculaire et ils possèdent des grosses voitures, des gros SUV et ils roulent très vite sur l'autoroute. C'est pas non plus, tout n'est pas à imiter, mais c'est intéressant de voir que sur les usages du quotidien, il y a des choses qui, à nous, on a du mal à imaginer qu'ils soient possibles et aller les voir, ça aide beaucoup. Et ensuite, en matière de politique intéressante, ce qu'on constate, c'est les questions de ralentissement et de baisse de la vitesse de la voiture. Même si c'est pas toujours évident à faire passer auprès des habitants des territoires, c'est encore un intermédiaire intéressant parce que ça fait d'une pierre 2 voire 3 coups. Ça veut dire qu'il y a une baisse de la consommation. Alors, encore une fois, ça dépend effectivement des véhicules. Il y en a où, au kilomètre, etc. Mais on va plus vite. On a des consommations un peu moindres, plus élevées. Mais en tout cas, ça permet de manière globale quand même donc une baisse de la consommation. Ça permet de rendre de l'espace pour d'autres modes de transport. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de asphalter une bande de voies à droite parce que finalement on a réussi à réduire la place. On peut mettre sur ce qui existe déjà une piste cyclable digne de ce nom. Et ça permet aussi de se rendre compte que ça rend un peu moins intéressante la voiture et ça donne plus de place pour d'autres modes de transport. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent, mais qui effectivement ne sont pas toujours extrêmement simples à mettre en œuvre. Et au-delà dans la catégorie des choses qu'on n'a pas vu mettre en œuvre, mais qui nous intéressent énormément, c'est la question des innovations en matière de politique de proximité. On a beaucoup parlé du poids des choix politiques passés sur l'étalement urbain et la forme urbaine dont on dispose. Et nous, en fait, ce qu'on cherche et dont on ne trouve pas forcément toujours énormément d'exemples, c'est qu'est-ce qui existe comme outil pour faciliter la réimplantation de petits commerces dans les villages, etc. Comment est-ce qu'on finance ça? Parce qu'il y a souvent cette question-là. Ok, nous on veut bien subventionner, mais on a un budget limité. Voilà, à quand un subventionnement de la proximité via les CEE, dans la mesure où peut-être que subventionner l'installation d'une supérette dans le village, et ça va nous permettre d'économiser X tonnes de carbone par habitant du territoire et par an. On pourrait imaginer que ce soit une manière de financer ces types de politiques-là. Et nous c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, où on n'a pas encore on n'a pas de boîte à outils toute faite, mais qui nous semble intéressant à creuser. Merci Julie, on va clôturer. Ça me fait rebondir sur un élément que m'avait donné un jour Bruno, qui est un chiffre assez éloquent, qui disait qu'il y avait 30 000 des 600 000 cafés et restaurants d'après-guerre qui restaient sur notre territoire. C'est donc vous donner la mesure
la suppression de ces commerces de proximité. Et enfin, je finirai sur un élément avec la voiture électrique qui va se poser, parce qu'effectivement, il n'y a plus de pollution directe à l'échappement, mais dans les villes, on a une autre problématique qui va arriver, qui sont les polluants liés aux abrasions des pneus et des freins, qui sont extrêmement élevés avec les véhicules électriques, qui sont des particules plus fines et qui sont potentiellement plus complexes à traiter. Et donc là, on est sur une autre forme de pollution induite par aussi on pourra en parler si vous voulez, mais voilà, c'est un élément en tout cas que j'avais en tête. Je peux apporter un complément là-dessus. On a travaillé pas mal sur les zones à faible émission et sur la manière dont les habitants des territoires les percevaient. Et c'était intéressant de voir qu'ils étaient beaucoup plus sensibles aux arguments autour de la santé publique et de la santé de leurs proches, de leurs enfants qui avaient de l'asthme, etc., que la question du réchauffement climatique et les projections à long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on parlait tout à l'heure des freins, de comment est-ce qu'on arrive à communiquer sur les tenants et les aboutissants et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait en matière d'incitation à des changements en pratique de mobilité. La question de la santé publique est vraiment, à mon avis, un levier assez fort parce que ça, c'est très entendable pour la population. Merci, on va clôturer ici.